Bonjour à toutes et tous. Permettez-moi de commencer cette fois par remercier chaleureusement tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, car au moment où j'enregistre cette vidéo, le cap des 20 000 abonnés a été dépassé. J'espère bien que cela ne s'arrêtera pas là, je compte sur vous. Mais venons-en à notre sujet du jour. Je vais traiter d'une notion absolument capitale en français, l'indicatif. Dès le collège, vous devez absolument savoir ce qui se cache derrière ce mot, car il permet de décrire les verbes, qui, en langue française et contrairement au mandarin par exemple, se conjuguent. Pour certains, l'indicatif c'est la base, apprise il y a longtemps, et c'est tant mieux pour vous. Mais attention, car cette vidéo vous réservera peut-être une surprise, car même en conjugaison, il peut y avoir des innovations. Pour faire le tour de cette notion, je vais m'appuyer sur la plus ancienne, la plus belle et la plus tragique des histoires d'amour, celle de Tristan et Iseult, qui a été reconstituée par Joseph Bédier à partir de fragments datant du XIIe siècle. Mais revenons-en à notre notion. L'indicatif, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un mode verbal personnel, comme le sont aussi l'impératif et le subjonctif, c'est-à-dire qu'il varie en fonction des personnes, contrairement à l'infinitif ou au participe. C'est aussi le mode verbal le plus courant de la langue française. Pourquoi ? Parce que comme son nom l'indique, l'indicatif indique, c'est-à-dire qu'il sert à décrire le monde tel qu'il est, de manière objective, sans donner son point de vue dessus. Pour le dire d'une manière un peu schématique, l'indicatif c'est le mode de la certitude, de l'objectif, contrairement au subjonctif, mode du souhait et du subjectif, ou à l'impératif, mode de l'ordre ou du conseil. Ce mode peut être conjugué à deux voix, la voix active et la voix passive. Mais puisque la voix passive est bien moins employée, tous les exemples de cette carte seront à la voix active. Mais comme d'habitude, si vous voulez une carte sur la voix passive, passez commande en commentaire. Pour se représenter l'indicatif, imaginons un meuble. Ça, c'est le mode. Un meuble qui contiendrait 10 tiroirs qui sont les temps. Voilà pourquoi lorsque vous décrivez un verbe, vous devez dire présent de l'indicatif, car si vous dites seulement présent, on ne sait pas dans quel meuble chercher puisqu'il existe aussi du présent du subjonctif ou de l'impératif. Les tiroirs ou les temps vont par deux, d'un côté les temps simples et de l'autre les temps composés, et ils forment donc une sorte de duo. Présent, passé composé, imparfait plus que parfait, passé simple, passé antérieur, futur, futur antérieur, et c'est là qu'il y a du neuf, on range désormais dans ce mode le conditionnel présent et le conditionnel passé. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il y a donc 5 temps simples et 5 temps composés à l'indicatif. Pour les temps simples, à la voix active, ils ne sont formés que d'un seul mot, fabriqué avec le radical du verbe auquel sont ajoutées des terminaisons ou désinences. Ces désinences indiquent le temps et la personne auquel le verbe est conjugué. Lorsque le temps est simple, le verbe décrit un procès ou une action en cours de réalisation. À côté des temps simples, les temps composés, qui, à la voix active, sont formés de deux mots. Le premier mot est un auxiliaire, une sorte de serviteur qui aide les verbes à se conjuguer au temps composé. Il s'agit de l'auxiliaire avoir et plus rarement de l'auxiliaire être. Comme les écuyers ou les servantes autrefois ou les auxiliaires de vie ou de puériculture aujourd'hui, les auxiliaires, ce sont eux qui font tout le boulot, ce sont eux qui se bougent, alors que le verbe qu'ils servent, lui, reste bien tranquille, ou presque, au participe passé. Mais à quoi sert alors le participe passé ? Bon, c'est lui qui est porteur du sens, et il indique aussi que le procès ou l'action décrite par le verbe est accompli, achevé. Les temps composés indiquent aussi l'antériorité, mais j'expliquerai tout cela après. Dernière chose à propos des temps composés, et donc des participes passés, il faut prendre particulièrement garde à l'accord du participe passé, qui est le plus gros piège du français. Si vous ne connaissez pas encore l'astuce magique pour ne pas se tromper, je vous renvoie à ma vidéo qui vous révélera ce secret bien gardé. Mais commençons par notre premier duo de temps, le présent et le passé composé. Le présent désigne généralement le moment où l'on parle, le moment présent, mais pas seulement. Je ne vais pas ici faire le tour de ce que l'on appelle les valeurs des temps, je n'aurai pas le temps. Mais si cela vous intéresse, cherchez ces notions sur ma chaîne. Il est temps de parler du conte d'amour et de mort qui nous servira de fil conducteur. L'histoire de Tristan et Iseult commence par la naissance de Tristan. Blanche Fleur, affligée par la mort de son mari, appelle son enfant Tristan.
Ici, avec appel, je présente la scène comme si l'action se déroulait sous nos yeux, avec cette sorte de présent que l'on emploie lors d'un résumé. Lors de son enfance, Tristan apprend à secourir les faibles. Et là encore, je présente ces faits comme s'ils étaient encore en cours, sans marquer les bornes de cet apprentissage, sans en dire le début et la fin. Même chose pour le verbe suivant, Tristan arrive chez son oncle Marc à Tintagel. Mais venons-en au passé composé. Il est formé avec l'auxiliaire avoir ou être au présent, derrière lequel on ajoute un participe passé. Mes élèves trouvent qu'on pourrait l'appeler le présent composé. C'est assez malin, mais retenez plutôt les bons mots. Premier exemple de passé composé, Blanchefleur a appelé son fils Tristan. Ici, l'action de nommer est accomplie, achevée, on se situe après qu'elle l'a baptisé, et vous savez que peut-être juste après, hélas, Blanchefleur embrasse son fils et meurt. Malgré cela, Tristan grandit et à un moment donné, son éducation est achevée, accomplie. Voilà pourquoi on peut trouver une forme composée. Quand il a appris à manier les armes et à chanter, des brigands l'enlèvent. Même chose pour « il est arrivé à Tintagel » qui décrit une action achevée contrairement à « il arrive à Tintagel » où l'action d'arriver est en cours. Pour résumer, le passé composé est un passé en lien direct avec le présent et pour le repérer c'est simple, l'auxiliaire qui aide le verbe à se conjuguer est au présent suivi d'un participe passé. Passons au duo imparfait plus que parfait. Il va nous aider à expliquer la notion d'antériorité. Mais commençons par le simple imparfait, employé pour les descriptions, l'habitude, les actions de second plan. Toutes ces valeurs sont exactes, mais on peut aussi dire qu'à l'imparfait, l'action passée n'est pas bornée, elle est en cours de déroulement. Par exemple, lorsque Tristan a combattu le Morholt, il est écrit ensuite que son sang ruisselait. Le narrateur nous fait vivre la blessure comme si on y était, comme si le sang coulait encore sous nos yeux. Autre exemple, Iseux et sa mère soignaient habituellement les blessés. Vous reconnaissez l'imparfait d'habitude, c'est vrai, mais nous pouvons aussi dire que ces actions n'ont ni commencement ni fin. Même chose pour « il partait », je suis sûre que vous avez compris. Passons au plus que parfait. Il s'emploie le plus souvent en binôme avec un autre temps du passé, l'imparfait bien sûr, mais pas seulement. Dans tous les cas, il marque l'antériorité d'une action qui a déjà été accomplie avant. Son sang avait coulé, mais il marchait courageusement. Ici, le sang ne coule plus. Autre exemple, Iseux avait soigné Tristan, mais elle ne savait pas qu'il était le meurtrier de son oncle. Ici, le plus que parfait avait soigné indique bien que le soin c'était avant de savoir qui Tristan était. Dernier exemple avec l'auxiliaire être, Tristan et Iseux étaient partis puisque Marc voulait épouser cette beauté aux cheveux d'or. Attention, ici le participe passé s'accorde avec le sujet. Mais voici le binôme suivant, le passé simple et le passé antérieur. Le passé simple est très fréquent dans les textes narratifs de Tristan et Iseux à Harry Potter, avec des procès ou des actions qui sont vus dans leur globalité comme des points successifs sur une ligne temporelle dont on n'arrive plus à percevoir ni le début ni la fin. Sans trop entrer dans les détails, regardons nos deux héros dont le destin va changer grâce à des actions racontées au passé simple. Comme vous le savez peut-être, la mère d'Iseux avait préparé un philtre d'amour destiné à Iseux et à son futur mari, le roi Marc. Or, que firent Tristan et Iseux sur le bateau qui les menait à lui ? Ils burent le breuvage magique. Grâce au passé simple, ils le boivent en un clin d'œil, contrairement à ce que l'on aurait ressenti avec un imparfait, ils buvaient. Brangien, Lévi et les Épias, ils tombèrent amoureux. Succession d'actions d'un temps plus ou moins long, résumée en un clin d'œil avec du passé simple, alors que le texte original prenait plaisir à le détailler à l'imparfait. Il semblait à Tristan qu'une ronce vivace, aux épines aiguës, aux fleurs odorantes, poussait ses racines dans le sang de son cœur et par de forts liens enlaçait au beau corps d'Iseux son corps et toute sa pensée et tout son désir. Je sais, c'est torride, mais passons au passé antérieur qui est assez rare en français. On le trouve parfois seul dans des phrases exclamatives comme « ils eurent bientôt tout bu ». Ici, la notion d'accompli est accentuée par le passé antérieur qui souligne l'aspect fatal de ce geste. Mais le plus souvent, le passé antérieur n'est pas employé seul, il est accompagné d'un autre verbe au passé et comme son nom l'indique, il marque l'antériorité, ce qui a été accompli auparavant. Quand ils furent tombés amoureux, ils se l'avouèrent puis se cachèrent. Dans la subordonnée,
Ils furent tombés amoureux. Le passé antérieur indique ce qui s'est passé avant les aveux et le temps du secret. Après avoir évoqué le présent et les temps du passé, passons au futur qui désigne dans la vie courante ce qui est à venir, ce qui aura lieu plus tard. Cependant, il arrive que le futur soit employé autrement pour révéler, dans une histoire passée, ce qui arrivera plus tard. C'est ce que l'on appelle le futur historique, et entre vous et moi, ce n'est pas très joli. Toutefois, et même si je le déconseille dans vos copies, il m'arrange ici car il me permet de vous dévoiler la suite des aventures de nos amoureux. Ise avouera à son mari qu'elle aime Tristan, les deux amants deviendront hors la loi, ils se cacheront dans la forêt. Quant au temps composé fabriqué à l'aide du futur, il se nomme futur antérieur. Il contient toujours cette idée d'accompli et d'antériorité qui apparaît dans son nom. Quand ils auront avoué ou quand ils se seront avoués leur amour, ils se cacheront. On peut aussi le trouver seul. Lorsque Marc a trouvé les deux amants endormis dans une hutte, ils se seront cachés en vain. Là, le futur antérieur est employé comme un bilan avec la forme exclamative en se remémorant les efforts qui ont été accomplis pour rien. Mais il est temps de passer aux deux derniers temps de l'indicatif, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Autrefois, le conditionnel n'était considéré comme un mode à part entière parce qu'il est souvent porteur de doutes, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, au discours indirect dans la phrase « Tristan disait qu'il mourrait si Ise la blonde ne revenait pas ». Si l'on transpose à nouveau cette phrase au discours direct, c'est un futur de l'indicatif sans la moindre trace de doute que l'on entendrait dans la bouche de Tristan. Car, vous vous en souvenez peut-être, Tristan a épousé une autre Ise au blanchemin, mais à la fin de l'histoire, il est malade et attend à nouveau Ise la blonde. Lorsque sa femme lui dit que la voile du bateau qui vient est noire, il la croit, sans exprimer les doutes avec du conditionnel « mentirait-elle ». Et j'utilise un autre conditionnel présent pour marquer de la distance avec les faits énoncés par le conteur à la fin de l'histoire. Une ronce fleurie pousserait de la tombe de Tristan et s'enfoncerait dans celle d'Ise. Dernier temps, le conditionnel passé, toujours la forme marquant l'antériorité dans « elle aurait menti parce qu'elle ne voulait pas partager son mari » ou bien la forme accomplie du conditionnel avec « une ronce fleurie se serait enfoncée dans la tombe des deux amants ». J'espère que les liens rappelés entre les temps simples et les temps composés vous auront aidé à les mémoriser. Si elle vous intéresse, cette carte est comme les autres disponible sur Tipeee. J'espère que l'évocation de Tristan et Ise vous aura donné envie de plonger ou de replonger dans leur histoire qui est magnifique. Pour les valeurs des temps, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui rappellent simplement ce qu'il faut réviser. Si vous passez concours ou brevet, elles vont s'afficher. En vous remerciant encore de votre fidélité et de vos commentaires si doux à lire, je vous dis à très bientôt.